Bonjour, Madame de Waas, vous êtes substitut du procureur de la République au tribunal judiciaire de Nantes. Madame Martin, vous êtes vice-procureur dans ce tribunal. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ainsi que votre parcours universitaire et professionnel? À toi l'honneur. À moi l'honneur. Donc je suis effectivement Blandine Martin, je suis vice-procureure. Alors j'ai un parcours un peu atypique, mais qui peut avoir en tout cas avec une expérience particulière. Donc j'ai une maîtrise en droit social, après un DESS en gestion des ressources humaines. J'ai travaillé plus de 20 ans dans l'industrie automobile, pharmaceutique. Et puis j'ai voulu intégrer la magistrature avec un parcours en fait, qui a existé. C'était au moment de l'affaire Outreau où en fait la magistrature s'est ouverte à des personnes qui avaient une expérience professionnelle pour permettre cet apport justement d'expériences différentes, de prise de recul et de pouvoir enrichir un petit peu le profil des professionnels de la magistrature. Et donc du coup je suis rentrée par l'intégration directe dans la magistrature, donc j'y suis depuis 2011 avec toujours au parquet, donc substitut et vice-procureur, et dans différents tribunaux judiciaires. Très bien. Voilà. Alors, donc moi, j'ai commencé la magistrature à l'issue de mes études, donc c'est bien, ça vous fait deux expériences différentes. J'ai passé mon bac en 2006, pour resituer un peu, ça date maintenant. J'ai fait une licence à la fac à Paris 2, en droit. Sachant que j'ai fait ma 3e année à l'étranger, en Erasmus, en Suède. Ensuite, j'ai fait un Master 1 dans la même fac, à Paris 2, en droit privé général. Et ensuite, j'ai passé le concours pour entrer en Master à Sciences Po, à Paris. Et donc, j'ai fait le Master carrière judiciaire, qui est sur 2 ans. La première année, donc, c'est beaucoup de droit, hein, et la 2e année, en gros, il y a la moitié de l'année où on est en stage. Donc, j'avais fait 2 mois à la Cour d'appel à Paris, 2 mois au pôle financier. Donc ça permet d'avoir quand même une vision un peu de la vie en juridiction. Et la 2e partie de l'année, c'est quand même très axé sur la préparation des examens au concours, donc soit le barreau, soit l'ENM. Et donc j'ai passé l'ENM à la fin de cette 2e année de master. Et voilà, et du coup, après la formation à l'ENM, donc, qui dure quasiment 3 ans quand on entre après les études, avec une bonne moitié de stage et une petite moitié de théorie à Bordeaux. D'accord. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent vos 2 métiers et en quoi ils diffèrent l'un de l'autre? Alors, on a des métiers assez similaires parce qu'on est toutes les deux au parquet. Moi, je suis substitut, Blandine est vice-procureur, question de grade et d'ancienneté. Cela étant, on exerce dans des domaines différents. En ce qui me concerne, je suis dans un service qui est le service économique et financier, donc, qui s'occupe surtout de la délinquance financière, comme son nom l'indique, et la délinquance dans les secteurs économiques, secteurs professionnels notamment. Ça recouvre beaucoup de matières, ça va de l'escroquerie, l'abus de faiblesse, jusqu'à des infractions beaucoup plus spécifiques comme le droit pénal de l'environnement, le droit pénal du travail dissimulé, accident de travail, ça peut être droit pénal de la consommation. Enfin, voilà, énormément de matières assez techniques, par opposition au droit commun où c'est plus les vols, les violences, voilà. Donc voilà en ce qui concerne la matière. Après, sur en quoi consiste notre métier, enfin je vais parler pour ma part et puis toi tu pourras décrire tes missions. C'est beaucoup de direction d'enquête. En fait, les enquêtes sont réalisées par les services de police et de gendarmerie, mais sous le contrôle d'un procureur, d'un substitut ou d'un vice-procureur. Donc beaucoup de direction d'enquête. En fait, les services d'enquête nous font des comptes rendus, alors soit au début d'une enquête, soit en cours d'enquête, soit à la fin d'une enquête. Et on leur demande éventuellement de réaliser des actes supplémentaires d'investigation si c'est pas complet, si on n'a pas tous les éléments pour décider. Et à la fin d'une enquête, quand on estime qu'on a tous les éléments en main, on doit décider des suites à donner. Ça peut être un classement sans suite, s'il n'y a pas assez d'éléments pour caractériser une infraction. Ça peut être des poursuites devant le tribunal. Ça peut être une ouverture d'informations judiciaires, donc c'est un juge d'instruction quand il y a des investigations encore importantes à réaliser. Et puis ça peut être aussi ce qu'on appelle une voie alternative aux poursuites ou une 3e voie, c'est-à-dire
des sanctions, des mesures de réparation, sans que ça aille devant une juridiction, devant un tribunal. D'accord. Donc beaucoup de directions d'enquête, des audiences aussi, préparer des audiences, aller à l'audience, défendre les dossiers, soutenir l'accusation, rapporter les preuves et puis demander une peine, sachant que c'est le juge ensuite qui tranche. Nous, on requiert une peine et le juge ensuite la prononce. Et puis, c'est aussi beaucoup de travail de partenariat, ce qui est intéressant au parquet. Par exemple, sur le droit de l'environnement, qui est un sujet assez actuel. Il y a des relations avec différents services enquêteurs, mais aussi différentes administrations, services de l'État, qui s'occupent aussi du droit de l'environnement. Il faut coordonner en fait, l'action pénale avec l'action administrative. Donc c'est des réunions pour suivre ensemble les dossiers, voir où ils en sont, qu'est-ce qu'eux ont fait de leur côté, qu'est-ce que nous on a fait côté parquet, pour coordonner au mieux les sanctions administratives avec les éventuelles peines que le tribunal pourrait prononcer. D'accord. Voilà à peu près en quoi consiste le métier de procureur, en tout cas dans une section économique et financière. Oui, ce qu'on appelle un contentieux spécialisé. En fait. C'est ça, voilà, parce qu'il y a vraiment des compétences avec des interlocuteurs qui ont vraiment une compétence particulière. Voilà. D'accord. Et donc, me concernant, alors moi je suis ce qu'on appelle au service de traitement direct, ou plus communément appelé le STD ou le TTR dans d'autres tribunaux, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Et en fait, on a toute la gestion de l'action publique en flagrance sur le territoire, sur le ressort du tribunal judiciaire. Donc ça veut dire que nous sommes de permanence toute la semaine et on a le contrôle de toutes les gardes à vue sur le ressort et tout ce qui peut se passer en flagrance. Donc en effet, vous avez les gardes à vue. Alors pour tout ce qui est ce qu'on appelle le droit commun, alors le droit commun c'est extrêmement large en fait, puisque c'est les stupéfiants, c'est les vols, les atteintes aux personnes, c'est les violences conjugales plus particulièrement, vous avez tout ce qui est des dégradations, enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement large. Et donc notre rôle, c'est d'être dans un bureau à l'écoute de tous les policiers et les gendarmes qui nous appellent pour nous dire, pour nous faire une synthèse des gardes à vue, de leur demander là aussi des actes éventuellement supplémentaires, des confrontations, des investigations téléphoniques, un certain nombre de choses, et ensuite de prendre la décision de ce que l'on fait d'une personne qui est placée en garde à vue et quelle est la décision que l'on prend. Et on revient à ce qu'a dit Marianne, c'est une décision de classement parce qu'en effet, tout le travail qui a pu être fait n'a pas réussi à aboutir à ce qu'on caractérise l'infraction. Ça peut être un déferment en vue d'une comparution immédiate, un déferment en vue d'une convocation par police judiciaire où on demande à la personne d'être soumise jusqu'à l'audience à des obligations, des interdictions. Et puis, ça peut être une ouverture d'information quand on est sur un crime ou quand on est sur une affaire particulièrement complexe qui demande des investigations. Ça peut être simplement sur une levée de garde à vue parce qu'on estime qu'il n'y a pas de danger à lever la garde à vue et qu'il y a encore des poursuites, des enquêtes, enfin des actes d'enquête à faire. Voilà, donc on a un panel en tout cas de possibilités. Et donc voilà, nous sommes de permanence de 9h à 18h30 du lundi au vendredi soir avec cette direction d'enquête sur les gardes à vue. Et puis, dans le cadre de cette permanence STD, nous sommes appelés pour les décès suspects, qui exigent potentiellement des autopsies, un certain nombre de choses, pour les disparitions inquiétantes, pour tout ce qui peut se passer sur le ressort, des coups de feu, vous en avez entendu, il y en a un certain nombre, des incendies, enfin voilà, tout ce qui peut se passer en temps réel sur le département, sur le ressort du tribunal judiciaire, sachant que en Loire-Atlantique, vous savez, il y a 2 tribunaux judiciaires, il y a celui de Nantes et celui de Saint-Nazaire. Et puis, donc nous sommes en journée, et puis il y a toujours quelqu'un qui est là, un autre magistrat qui prend la nuit et qui assure ce relais-là pour que finalement il y ait toujours quelqu'un, un magistrat du parquet qui soit joignable 24 heures sur 24. Voilà notre rôle. Alors ça c'est un rôle de permanence, mais mon rôle aussi c'est une fois que vous êtes de permanence, ou quand vous n'êtes pas de permanence, vous allez aux comparutions immédiates, vous pouvez aller à un certain nombre d'audiences, vous êtes là aussi l'interlocuteur privilégié avec le juge d'instruction sur un certain nombre de dossiers qu'il suit, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important et chronophage, puisque en effet, quand un juge d'instruction a fini son dossier, a fini d'instruire, vous savez, on a à rédiger ce qu'on appelle un réquisitoire définitif pour savoir si on renvoie pas, voilà, les prestations des charges. Donc les audiences, les permanences, des réquisitoires définitifs,
tout le traitement du courrier qui nous arrive. Et puis, on est chacun aussi responsable d'un contentieux. Et par exemple, me concernant, j'ai le contentieux des violences conjugales. Donc, c'est un travail voilà, qui est un petit peu d'actualité. Et ça veut dire aussi un travail partenarial extrêmement étendu et avec une vigilance de tous les instants sur des situations, donc avec des décisions de ce qu'on attribue à un téléphone grave danger, des réquisitions de bracelets anti-rapprochement, de toute la signature de protocoles. Mais avant la signature, c'est l'élaboration de protocoles. Je ne sais pas si, peut-être que vous étudiez ça, mais en fait, quand on voit toutes les lois qui se superposent sur la protection des victimes de violences conjugales, en fait, c'est un travail extrêmement chronophage, super intéressant, mais particulièrement chronophage. Donc voilà, donc c'est un peu notre mission, et en effet, on est bien occupé, et c'est vrai qu'on est quand même peu présent dans notre bureau du fait de toutes ces activités un peu diverses et variées. Donc c'est... Alors on va en arriver sur les qualités, mais ça veut dire qu'il faut être bien organisé. Oui, sachant que pour être précise et concrètement, comment les enquêtes nous arrivent, ça peut être un appel téléphonique d'un gendarme ou d'un policier qui nous appelle pour nous faire un compte-rendu et nous demander des instructions sur la suite. Ça peut être par mail, et ça peut être aussi des procédures qu'on nous envoie par courrier. Quand on dit traitement du courrier, c'est des procédures qui nous arrivent par courrier. Donc il y a ces 3 voies de transmission qui cohabitent en fait, ce qui fait que parfois on dit qu'on traite du courrier et parfois on dit qu'on est de permanence, mais en fait à chaque fois on prend des décisions dans des enquêtes. Mais ça varie un peu la tâche, puisque selon qu'on traite une procédure papier, qu'on va lire, ou qu'on écoute un enquêteur nous parler d'une procédure, finalement, c'est pas tout à fait pareil. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous décrire en fait une journée type dans votre métier ? Tu racontes une journée de permanence ? Alors, une journée de permanence, vous arrivez à 9h du matin, et donc vous avez un greffier qui vous sort toutes les gardes à vue qui sont tombées, on appelle ça, qui sont tombées à partir de 18h30, puisqu'en fait on a fini la journée à 18h30. Alors clairement on la finit jamais à 18h30 parce qu'on doit préparer les déferlements du lendemain, un certain nombre de choses. Et donc du coup on prend la permanence à 9h, on nous sort toutes les billets de garde à vue, tous les casiers judiciaires des personnes qui sont en garde à vue, et puis on attend, j'ai entre guillemets, parce qu'on n'attend pas, vu le nombre de gardes à vue, on n'attend jamais très longtemps, et en fait on doit traiter, prendre les appels sur toutes les gardes à vue. Et donc on a un espèce de logiciel qui nous fait apparaître tous les appels en instance. Et de temps en temps, moi j'appelle ça l'art de Noël, et vous avez tous les appels qui sont là, de toutes les couleurs un peu différentes, et vous devez y répondre et donner en effet à chaque fois une décision. Et quand vous donnez une décision, par exemple de déferment d'orientation, vous devez préparer les qualifications juridiques, préparer les réquisitions de détention provisoire, de contrôle judiciaire. Et donc ça, c'est la journée d'une personne qui est au STD et qui est de permanence. Sans compter qu'on a des appels urgents, des légistes qui nous appellent parce qu'il y a une autopsie, ils veulent nous rendre compte de l'autopsie, la découverte d'un cadavre par un policier ou un gendarme, des disparitions inquiétantes, voilà, tout ce qui a pu se passer aussi en flagrance pendant la nuit. Donc en fait, on est avec un casque et on répond à ces appels-là de façon incessante. Et on a aussi ce téléphone entre midi et 2, parce qu'en effet, il faut qu'on assure la continuité du service public et être capable de répondre aux gendarmes et aux policiers 24h/24. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand on est au STD. Après, sur une journée sans permanence, il y en a aussi, et notamment dans des services plus spécialisés où il n'y a pas forcément du coup, de permanence, ça s'y prête moins. Par exemple, la journée d'hier, j'ai eu un rendez-vous avec un service d'enquête qui sont venus au tribunal me présenter un dossier. En l'occurrence, c'était du trafic de tabac, donc voilà, qui me font part d'éléments qu'ils ont collectés sur un trafic de tabac, et pour du coup me demander des instructions sur la suite, qu'on mette en place ensemble une stratégie d'enquête, qui est-ce qu'on va cibler dans nos investigations, jusqu'où on va, ou au contraire, quelle branche on va décider de ne pas investiguer, parce qu'on ne peut pas tout, on peut pas toujours enquêter sur tout ce qu'on voudrait, il faut aussi faire en fonction des moyens du service d'enquête et de la justice.
Donc un rendez-vous avec un service enquêteur. Ensuite, on a quand même pas mal de traitements d'affaires par mail. En fait, on a des comptes rendus par mail de services enquêteurs. Donc ça peut être très varié. Ça peut être des comptes rendus sur des affaires d'urbanisme, de défaut de permis de construire par exemple, de non-respect d'un plan local d'urbanisme. Ça peut être des affaires qui concernent la santé publique. Récemment, il y a eu, vous avez peut-être entendu parler de problèmes avec des respirateurs Philips. Donc il y a des plaintes qui sont déposées en lien avec le problème de ces respirateurs avec un caractère défectueux et potentiellement dangereux. Donc il faut décider comment on oriente ces plaintes. Est-ce que c'est le parquet de Nantes qui va les traiter? Est-ce que c'est le parquet de Paris, s'il y a un pôle santé publique? Donc ça veut dire par exemple concrètement, je reçois la plainte, je prends contact avec le parquet de Paris, le pôle santé publique, pour leur dire voilà, j'ai été informé de telle plainte, est-ce que vous souhaitez vous saisir ou pas? Donc c'est des échanges comme ça avec différents interlocuteurs. C'est aussi d'organiser justement tous ces partenariats et ces relations avec les administrations, donc régulièrement organiser des rencontres, des réunions qui permettent de faire le point sur les dossiers en cours. Ils tiennent des listes en fait de tous les dossiers qu'ils nous transmettent, et puis ensuite on fait le point sur comment les enquêtes avancent, comment on les oriente, etc. Et puis hier par exemple, j'ai commencé à préparer une audience qui a lieu jeudi. Donc ça veut dire lire les dossiers, en prendre connaissance, parce que c'est pas forcément moi qui ai géré l'enquête. Donc prendre connaissance des dossiers, les lire, préparer des argumentaires juridiques sur certains points qui peuvent être litigieux, préparer quand même un peu des réquisitions, c'est-à-dire avoir une idée un peu de la peine qu'on va requérir, même si l'audience parfois fait changer les choses. Et puis aussi, la même journée, travailler sur un dossier d'instruction justement, qui est clôturé, dans lequel je dois justement faire cette synthèse et rendre ensuite un réquisitoire définitif, sachant que c'est hyper fastidieux quand c'est un dossier qui fait 17 tomes, comme c'est le cas en l'occurrence, mais intéressant. D'accord. Très bien, merci. Je voulais savoir, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, quelles sont les qualités requises pour exercer vos métiers? Vas-y. En effet, je l'ai un peu dit tout à l'heure, je pense qu'il faut être hyper bien organisé. Il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot, parce qu'en fait, quand vous êtes au téléphone, il faut en même temps prendre des notes, en même temps se dire déjà sur quoi je vais organiser, et puis regarder un coup sur ses mails et regarder les gardes à vue s'il n'y en a pas qui arrivent à terme rapidement pour la prolongation. Donc c'est clair qu'il faut avoir un esprit extrêmement réactif, voilà. Donc je crois que ça c'est vraiment important. Et en même temps savoir garder aussi beaucoup de sang-froid et de prendre du recul aussi sur les... que Voilà, c'est vrai. Il y a des moments, sinon on peut vite paniquer en fait. Beaucoup de questions, beaucoup d'urgences à régler à la fois, beaucoup de personnes qui s'adressent à nous en même temps en nous demandant plein de choses. Donc voilà, savoir aussi à la fois être très organisé et savoir rester un peu la tête froide et faire les choses les unes après les autres calmement. Et puis savoir aussi donner des instructions, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on est à la permanence, c'est quand même important, c'est qu'on est entouré de greffiers qui sont là pour nous aider, pour enregistrer les procédures. Donc voilà, l'idée c'est, quand on se dit organiser, c'est son travail, mais aussi c'est le travail des autres, parce qu'en effet, on n'est pas tout seul, et on a une équipe, et heureusement, parce que sans eux, on ne serait rien. Et donc, en fait, c'est aussi cette capacité de fédérer sans responsabilité hiérarchique, mais c'est vraiment important pour être sûr que la procédure, quand on a choisi une heure de déferment, elle soit respectée, que tout soit prêt, que toutes les tout ce qui doit être fait, les avis à victimes, l'information du juge de la liberté de la détention, tout ça, qu'il y ait un avocat, un interprète. Voilà, c'est une énorme machine, on n'imagine pas ce que implique un seul déferment. Et donc, c'est faire en sorte que tout soit fait et que voilà, il n'y ait pas d'oubli par rapport à ça. Donc ça, c'est cette organisation-là. Je pense qu'il faut il faut une capacité de décision, parce qu'en effet, à chaque dossier, on doit décider. Et donc, en effet, c'est quelle est donc cette capacité à décider. Donc, moi, c'est quelque chose que vraiment j'aime. Et quand parfois on peut avoir des difficultés, et ben, c'est ça qui est bien aussi dans notre métier, c'est qu'on peut aller en parler à un collègue en disant voilà, tu vois, là j'ai cette situation-là, j'hésite, qu'est-ce que tu en penses au regard de son au regard de son casier judiciaire, au regard des faits, au regard de la politique pénale. Donc voilà, il y a cette capacité de décider, et on peut en effet de temps en temps demander un joker à des collègues, mais c'est fait pour ça, et ça c'est vraiment l'intérêt du travail en équipe. Voilà, cette capacité de décider, la capacité aussi à donner des instructions. C'est-à-dire que, bien évidemment, on est directeur d'enquête,
directeur on contrôle la procédure sur le fond, sur la forme. Donc c'est aussi cette capacité à donner des instructions aux gendarmes, aux policiers en disant vous avez à faire ci, à faire ça, en le faisant à bon escient et avec le bon ton, parce qu'en effet on est vraiment d'abord collègues, on doit travailler ensemble. Donc l'idée c'est d'être pas des donneurs de leçons, mais plutôt de faire en sorte qu'on arrive à une enquête qui soit de bonne qualité pour qu'ensuite à l'audience, le collègue qui va aller à l'audience, il ne dise pas mais c'est quoi cette procédure, il n'y a rien dedans, ou elle est mal faite. Enfin voilà, l'idée c'est aussi cette envie d'avoir des procédures qui soient de qualité. Donc on a aussi à donner des instructions aux policiers et aux gendarmes. Voilà, ça fait déjà pas mal. Est-ce que tu veux compléter ? Je compléterai peut-être par deux choses. Il faut quand même aimer un peu démêler les problèmes juridiques. C'est pas tous les jours qu'on est face à des gros problèmes juridiques, des choses très complexes, mais on peut pas faire du bon travail si quand il y a un problème qui surgit, on se dit oh bah tant pis, on verra ça à l'audience, quoi. Il faut quand même avoir envie, même au cours d'une permanence ou quand on traite des dossiers, etc., faire des recherches parfois et pouvoir avoir quand même des informations et des solutions justement à des problèmes parfois complexes qui d'ailleurs n'ont pas toujours de réponse. Enfin, ça vous le savez bien, faisant des études de droit, c'est sujet à interprétation. Donc faut quand même aimer ça. Et puis sachant, enfin juste une chose, sachant qu'on est à chaque fois confronté à des situations qu'on n'a forcément jamais vues, quoi. Et on se dit en fait c'est un puits sans fond, c'est-à-dire qu'en effet de temps en temps on n'aura jamais fait le tour. On n'aura jamais fait le tour et on se dit mais ça cette question-là. Et puis de temps en temps on a été confronté mais on l'oublie parce que voilà il y a eu du temps et puis parce que les lois changent. Donc c'est aussi ça, c'est cette capacité de rester à niveau juridiquement et ce qui est quelquefois pas simple quand on voit l'enchevêtrement de toutes les dispositions législatives qui nous tombent un petit peu dessus, quoi. Et du coup on s'ennuie pas. Non, et la deuxième chose sur laquelle je voulais inciter, c'était le sens du collectif. Alors c'est ça qui est génial au parquet, c'est qu'on est une équipe, donc on n'est jamais tout seul face à un problème. On peut toujours aller demander ce qu'en pense un collègue, discuter avec lui d'un dossier, enfin il y a toujours des collègues disponibles pour échanger. L'autre volet du collectif, c'est aussi qu'on ne travaille pas seul, et que lorsqu'on traite un dossier, il y aura quasiment toujours quelqu'un après nous qui va avoir un moment le dossier en main. Donc c'est aussi de se dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, derrière il y aura un collègue qui va récupérer un moment le dossier, soit pour la suite de l'enquête, soit pour l'audience, soit à n'importe quel moment. Et du coup, c'est aussi de se dire de ne pas laisser des patates chaudes aux collègues et d'essayer de laisser un travail qui leur permet eux facilement de s'approprier le dossier et de le traiter ensuite correctement, quoi. D'accord. Et du coup, oui, allez-y. Non. Et donc du coup, en effet, ça demande aussi une grande disponibilité d'esprit, mais aussi de temps. En fait, voilà, oui. C'est extrêmement chronophage et voilà, il faut avoir cette capacité à faire quand on rentre chez soi le soir à garder de la distance par rapport à ce qu'on a vu. Voilà, souvent on nous demande mais est-ce que vous arrivez à dormir quand vous êtes déplacé sur une scène de crime et où vous avez vu un dossier un peu compliqué ou que vous sortiez de cour d'assises, parce qu'en fait on va aussi aux assises, hein, quand on parle d'audience, c'est pas que les audiences correctionnelles mais aussi la cour criminelle et les assises. Et donc en fait c'est cette hauteur de vue, c'est vraiment important parce que cette prise de recul plutôt, parce que sinon en fait on ne dort pas, on ne vit pas, on ressasse. Donc il faut vraiment arriver à avoir cette prise de distance. Et ça, c'est vraiment important, parce que sinon, en fait, on ne s'en sort pas, quoi. C'est sûr. Voilà. Et du coup, vous avez parlé de temps. Dans une journée type encore, à peu près, combien d'heures vous travaillez par jour ou par semaine ? C'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable d'un poste à l'autre, de magistrat, c'est extrêmement variable d'un tribunal à l'autre. C'est extrêmement variable entre le parquet, le siège. Moi, je peux vous dire pour moi, en gros, j'arrive au tribunal entre 8h30 et 9h. Le midi, on déjeune ensemble, on prend 1 heure pour déjeuner ensemble. Et l'après-midi, je quitte rarement le tribunal avant 19h, 19h30. Il y a des juridictions où les gens partent rarement avant 20h30 et il y a des juridictions où à 18h30, la journée est finie. C'est vraiment très très variable. D'accord. Et moi je suis plutôt là effectivement à 8h le matin, je repars, il est plutôt 20h. Quand nous sommes en audience, voilà, la semaine dernière j'avais 2 audiences. Une audience qui s'est finie à 22h30, une autre à 21h30.
Mais c'est ainsi, et parfois elles peuvent se finir plus tôt, parfois elles peuvent se finir beaucoup plus tard. Donc c'est sûr que voilà, c'est pas des soirs où vous prévoyez quelque chose en disant ce soir je vais pouvoir aller au cinéma. C'est sûr que quand vous êtes d'audience, vous ne prévoyez rien. Voilà. Et quand vous êtes de permanence de nuit, vous ne prévoyez rien. Et parfois, et c'est pas une normalité, et c'est pas c'est pas normal. On revient parfois avec notre ordinateur à la maison, et c'est même assez fréquent pour finir un règlement, parce que vous savez, quand il y a un dossier d'instruction qui sort et que la personne est détenue, on a juste un mois pour le régler, même quand il a 17 tomes. Donc autant vous dire que en fait, on a quand même beaucoup de travail. Et donc forcément, ça implique. Faut pas qu'on aussi, fasse fuir quand même tous les étudiants. Non, il y a une chose qui est importante. Il y a une chose qui est importante quand même, c'est que globalement c'est assez dense. Il faut aussi savoir qu'à côté de ça, on a des congés. On a droit à 9 semaines par an de congés, et c'est aussi une contrepartie du fait que quand on n'est pas en congé, c'est dense. Mais on a quand même, par rapport à d'autres métiers, plus de congés. D'accord. Après, c'est pas un métier, voilà, mais je pense que ça, on le sait, c'est pas un métier où on se repose, c'est pas un métier, mais en même temps, c'est ça aussi qui je trouve qui en donne l'intérêt. C'est-à-dire que, voilà, c'est vrai que Marianne ou moi, on aime bien quand ça bouge, on aime bien quand ça vit. Là, on n'est pas déçus, on est au cœur de ce qui se passe dans notre société actuelle. Voilà, que ça soit pour tout ce qui se passe, pour toutes les infractions, les violences locales, voilà, quand on a des gardes à vue après les manifestations, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, en même temps, c'est ça la vie, et c'est ça la vie de notre société, et donc ça a vraiment de l'intérêt, et je trouve que on voit aussi, nous, l'évolution, on arrive à repérer aussi un peu cette évolution quand on dit, par exemple, que c'est un ressort qui évolue dans la délinquance. Bon, voilà, on le constate à travers le nombre de gardes à vue qu'on a, et je trouve que c'est être aussi citoyen un peu au cœur de notre vie actuelle, et ça a de l'intérêt. Ça a de l'intérêt. C'est sûr. Voilà. Et alors, il y a une question qui nous a aussi été beaucoup posée. On sait que le métier de magistrat, que ce soit du siège ou du parquet, c'est un métier très dense. Est-ce que c'est compatible, selon vous, avec une vie de famille ? Alors, écoutez... vous allez me dire oui. Je réponds... non, mais moi, je vais être très claire. On n'a pas de vie, en fait. Non, mais moi, je vais être très claire, parce que je suis mère de famille nombreuse. Quand j'ai travaillé sur ce projet-là, donc j'avais... tous les enfants étaient encore à la maison, voilà. Et voilà, et ça s'est extrêmement bien fait, et sans difficulté, parce qu'en effet, parce que c'était un projet de se reconvertir, c'était un projet forcément où tout le monde était d'accord, et tout le monde y a mis du sien, et ça s'est toujours bien fait. Alors après, en effet, c'est quand même bien dans ces cas-là d'avoir un mari qui prend le relais, enfin un mari, une femme, peu importe, mais qui prend le relais et qui est là. Mais en tout cas, ça se fait. Et puis, c'est pas non plus le bagne. Enfin voilà, quand on est nuit, on est là le lendemain, mais on est de nuit, enfin je veux dire, à la limite, on dérange personne, c'est-à-dire dans la maison, si on est de nuit, qu'on est appelé, on est appelé, on s'en va, personne ne le voit, et on revient, et puis voilà, puis il n'y a pas de souci par rapport à ça, et puis on s'organise. Voilà, et je trouve que entre l'intérêt que ça peut avoir de la fonction et l'équilibre familial, bien sûr, on y arrive, et c'est une question de volonté. Alors, il y a une chose, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit. Alors moi, je le dirais, c'est pas du tout incompatible. D'ailleurs, par rapport, si on compare avec le métier d'avocat, des amis qui ont choisi d'être avocats, qui ont beaucoup plus de contraintes, qui travaillent beaucoup plus le soir, par exemple, tard, que les magistrats. Mais il y a une chose quand même qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'obligation de mobilité. C'est-à-dire que dans notre vie professionnelle, on va être amené à bouger, à pas être toujours dans le même tribunal. Et je dirais qu'il ne faut pas se lancer dans la magistrature si le but c'est de rester tout le temps à un endroit, ce qui peut s'entendre. Il y a des gens qui n'ont pas envie de déménager tous les 5, 6 ou 7 ans, ou qui n'ont pas envie de changer de lieu d'exercice. Voilà. Donc c'est sûr que quelqu'un qui dirait moi je veux rester à Nantes, je veux travailler à Nantes toute ma vie, c'est un peu compliqué. Il peut le faire. Après c'est l'intérêt, c'est-à-dire que il faut avoir à l'esprit que la contrainte, qui peut être une contrainte du coup qui pèse sur la famille, mais c'est une obligation. Alors ça veut pas dire bouger tous les 3 ans, ça peut être tous les 10 ans, mais il y aura un moment donné dans la vie où il faudra au moins changer de lieu d'exercice de son métier. Ça veut pas dire déménager, on peut continuer à habiter à Nantes, aller à Saint-Nazaire, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Après, moi je dirais non, c'est pas du tout incompatible. C'est aussi parce qu'on est passionné par ce qu'on fait qu'on accepte d'y consacrer ce temps. Et qu'on s'organise en conséquence, en fait, oui. Je crois que c'est vraiment une question de volonté, quoi. Très bien. D'accord. Et quels conseils pourriez-vous donner à des étudiants qui voudraient exercer votre métier ? Le premier, c'est d'aller voir des audiences.
fréquenter les tribunaux. Point commun. Allez, quand vous allez dans une ville, ça va peut-être pas faire plaisir à vos potes ou votre copine ou copain, mais dites-moi, on va faire un petit tour au tribunal. Vous allez voir les audiences, les comparaisons immédiates, les audiences de violence conjugale, tout type d'audience, voir comment c'est. Et déjà, ça vous donne un bon aperçu de ce que c'est que ce métier. Et le deuxième conseil que j'aurais, c'est de lire la presse quotidienne. C'est hyper important, parce que déjà, on parle de droit dedans, et puis aussi parce qu'il faut avoir connaissance du contexte de la société. Vous ne pouvez pas passer le concours de l'ENM sans être bien au courant de ce qui se passe au niveau société, politique, relations internationales. Enfin, voilà. Tout ça, ça a un impact plus ou moins fort sur les dossiers qu'on traite. Donc voilà, c'est important de connaître ce contexte. Donc abonnez-vous à n'importe quel quotidien ou hebdomadaire de presse nationale, c'est à mon avis vraiment indispensable. Et puis je crois que, alors moi je te rejoins sur la participation aux audiences, hein. C'est vrai que il traînait de changer, assises, tribunal correctionnel, même tribunal de police. Je trouve que c'est là où on se rend compte aussi vraiment de la diversité, du rôle de chacun. Je trouve ça vraiment extrêmement passionnant. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à demander à des personnes que vous connaissez, qui peuvent être magistrats, de passer un peu de temps pour vous expliquer, pour vous montrer, même si ça dure 1 heure, 2 heures, mais pour que vous rendiez compte aussi un peu de ce que c'est qu'une procédure, comment c'est bâti. Voilà. Il y a sans doute des gens qui sont particulièrement disponibles, alors même si c'est toujours dans le temps de travail, on n'a jamais beaucoup de temps, mais il y a peut-être des gens qui peuvent accepter de vous raconter un peu leur métier, ou des avocats, mais ça je trouve que c'est aussi intéressant d'échanger, de vous rendre compte, parce que là on parle, mais en fait concrètement c'est quoi une procédure, comment elle est construite, et je trouve que ça a du sens aussi de vous rendre compte de ça. Et puis je crois, il me semble qu'il y a un partenariat avec la faculté de Nantes, sur des stages. Donc, donc il faut aussi, alors on ne peut pas accueillir tout le monde bien évidemment, parce qu'on a aussi déjà des auditeurs qu'on accueille, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de pouvoir profiter de ce créneau-là. Et puis on a pas mal de stagiaires qui veulent préparer l'ENM, qu'on prend de temps en temps, qu'on fait aussi travailler, mais l'idée c'est normal qu'on ouvre aussi nos portes, alors dans la limite du raisonnable, parce qu'encore une fois on accueille déjà beaucoup de monde, et donc tout le monde ne peut pas être pris, mais en tout cas il y a quand même ce partenariat qui existe et qu'il faut utiliser. Alors sans doute qu'il est déjà utilisé à plein, je ne sais pas, mais voilà. Après les stages en cabinet d'avocat aussi, c'est vraiment une bonne lorgnette sur les tribunaux et le métier de magistrat finalement. Il y a plus d'avocats, donc c'est sûrement plus accessible un stage en cabinet d'avocat, mais même pas très long, mais ça peut, à mon avis, vraiment être très utile. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Parce que pour le la presse, le stage en cabinet d'avocat et aller voir les audiences. Parce que le stage là au tribunal de Lille, il y avait beaucoup de candidats pour peu d'élus le tribunal judiciaire. De Lille de Nantes. Ah, de Nantes. Non, parce que j'ai fait un stage aussi à Lille, mais... Ah oui, c'est ça. D'accord, ok. Oui, c'est une réalité, mais en tout cas, bon. C'est sûr. Donc voilà. Et du coup, ma prochaine question va plutôt s'adresser à vous. On va parler de l'ENM. Elle a fait l'ENM aussi, hein. Oui, mais pas de la même façon. C'est ça, pas de la même façon. Non, mais je n'en prends pas ombrage, c'est normal. Non, on va parler du parcours, entre guillemets, plus classique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelles sont les qualités à avoir pour réussir ce concours, et puis ce concours en lui-même? Alors, ça va pas vraiment vous faire rêver, hein. Faut quand même beaucoup travailler avant. Moi je suis pendant 6 mois avant, je n'ai fait que ça en fait. Je sortais 1 fois par semaine, dîner ou boire un verre, et le reste du temps je travaillais. Voilà, c'est pas tombé tout cru comme ça. Et donc voilà, beaucoup bossé, hein, clairement. C'est pas la phase la plus passionnante. Mais après voilà, ce que je disais, rester ouvert sur la société, le monde, s'intéresser à d'autres domaines. Mais après il n'y a pas de secret, hein, c'est des heures de travail. Il faut être évidemment un peu à l'aise à l'oral, ça se travaille. Mais bon, quand on a déjà plein de manuels à bosser, travailler en plus l'aisance à l'oral, c'est pas forcément évident, mais faire des exercices, même devant des frères et sœurs, des amis, des parents, faire des petits entraînements, des petits oraux, des choses comme ça. Mener des interviews. Non, mais c'est vrai, voilà. Non, mais c'est je pense ce genre de choses. Et en effet, je pense qu'après, au niveau notamment des oraux à l'ENM, ils ont aussi envie de recruter des gens qui sont impliqués en fait dans la vie de la société,
qui sont capables de s'investir dans quelque chose, quel que soit le domaine. Mais par exemple, une association, faire des interviews, voilà. Très bien. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter qui vous a marqué pendant votre travail? Ça, je ne l'ai pas préparé, celle-là. Pourtant, il y en a un paquet, des anecdotes. Là, après, moi, j'en ai en tête, mais c'est plutôt sur des sujets, c'est des procédures, donc c'est toujours compliqué de l'évoquer. Des choses. Si, je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire. C'est pas très à mon avantage, mais bon. Il y a un peu un mythe du magistrat où notamment les délinquants, quand ils arrivent au tribunal, ils sont persuadés que quand on leur dit depuis 48 heures en garde à vue, tu vas voir le procureur et tout, ils s'attendent à voir arriver quelqu'un, un homme en costume, qui va être très désagréable avec eux. Et donc c'était à Créteil, j'ai commencé à travailler à Créteil, c'était vraiment mes premières semaines ou mois de fonction. Et il y a un délinquant que j'avais vu, il avait été déféré le matin pour passer en comparution immédiate. Je le vois dans les geôles le matin, je lui explique qu'il va passer en comparution immédiate, etc. Et l'après-midi, c'était un de mes collègues qui était à l'audience qui entend le type lui dire « Mais moi, j'ai pas du tout vu le procureur aujourd'hui, il y a un problème de nullité dans la procédure. » Donc son avocat maintient qu'il n'a pas vu le procureur, qu'il y a un problème de nullité dans la procédure. Et le président interroge le prévenu, lui dit « Mais pourtant, il y a bien un procès verbal, vous avez bien signé. » Et le prévenu lui rétorque « Ah non, j'ai pas vu le procureur, j'ai vu une petite dame au dépôt, mais c'est tout. » Voilà, donc je pense qu'il y a un peu un mythe sur ce que c'est que les magistrats, et c'est bien du coup de faire des interviews comme ça pour un peu déconstruire ça. Et finalement, on constatait que c'est des gens que vous fréquentez tous les jours. Ça peut être des copains, de la famille. C'est accessible. C'est quand même un concours qui est ouvert, même s'il demande de beaucoup travailler. Mais, puis il y a pas mal. Maintenant, il y a quand même plusieurs voies d'accès. Donc c'est-à-dire que il y a bien des avocats qui deviennent magistrats. C'est aussi ça. Et c'est vrai que je pensais à ça en termes d'anecdotes. Alors, il y a des anecdotes où je me souviens la première semaine où je suis arrivée, j'étais sur un cours, c'était un truc incroyable. Bon, je ne vais pas le raconter là parce que je crois qu'il faut par respect par cette personne-là. Mais je disais en termes de... C'est vrai, quand on dit qu'on est magistrat, souvent, les gens sont interloqués en disant... ça jette un petit froid. Ouais, ça jette un froid où il y a, je ne sais pas, tout de suite quelque chose de... Ah oui, quand même. Et en fait, non, on est des hommes et des femmes comme tout le monde et on a notre vie perso, on a... Et je pense que ça, c'est aussi important. Et c'est que aussi, on peut aussi avoir cette sensibilité-là, parce que quand on est procureur, on dit de toute façon, c'est les méchants dans un procès, forcément, etc. Certes, on requiert la peine, certes, on a orienté vers une orientation devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi avoir quelquefois un peu d'émotion. Et je pense que ça, c'est aussi important de se le dire, quoi. On est des hommes et des femmes comme tout le monde. Alors, bien évidemment, on n'est pas... on arrive à garder notre stature, mais on peut se laisser aussi toucher. Quand on se déplace sur une scène de crime, on a le droit de dire que c'est juste terrible et qu'on est... je pense que c'est important de montrer qu'on est comme tout le monde, quoi, et qu'on sait rire. Et en fait, on rigole beaucoup dans le service. Et heureusement qu'on a ça pour, de temps en temps, prendre de la distance et se dire tout n'est pas sordide. D'accord. Et j'avais une dernière question. On sait, quand on est magistrat, qu'on peut exercer différentes fonctions, voire énormément de fonctions différentes et à des lieux différents. Est-ce que vous, personnellement, vous avez pour objectif de changer, que ce soit d'endroit ou de fonction ou quoi que ce soit, ou pas du tout peut-être? Je commence ? Vas-y. Alors... Comme je disais tout à l'heure, on sait quand on commence à être magistrat qu'on va devoir plus ou moins régulièrement changer de tribunal. Moi, j'ai commencé à Créteil, j'ai été 3 ans au parquet des mineurs à Créteil. Ensuite, je suis venue à Nantes parce que j'avais envie de changer de ville, de quitter Paris. Voilà. Et donc là, ça fait 3 ans et demi que je suis à Nantes. Il est temps de partir. Voilà. Non, la réalité, c'est qu'au bout de 7 ans de fonction, on peut ce qu'on appelle prendre notre grade. Donc en fait, c'est passer du second grade au premier grade. Ça ne change pas forcément énormément la pratique du métier au quotidien, mais bon, après, il y a aussi des implications quand même en termes de prise de responsabilité et puis de salaire aussi, on ne va pas se mentir. Donc ça, c'est au bout de 7 ans. Et pour passer au premier grade, c'est quand même... beaucoup plus facile et même très souhaitable de changer de tribunal. C'est quasiment impossible de prendre son grade en restant dans le même tribunal.
Donc ça veut dire que dans les 2 ans qui viennent, il est possible en effet que je sois amenée à bouger. Après, pour être très honnête, je ne sais pas du tout où. Ce sera probablement dans la région parce que j'y ai ma vie pour l'instant et que ça me plaît. Après, voilà, ça peut être Angers, ça peut être Rennes, ça peut être Saint-Nazaire. Et puis après, bon, il y a des opportunités qu'on n'anticipe pas et qui peuvent se présenter. Mais voilà ce qui se passera sûrement. Et pour le moment, moi, j'aime beaucoup le parquet. J'adore ça même, en fait. Je trouve que le côté collectif du parquet est vraiment super au au cœur de quotidien. l'action publique, moi, je trouve. Voilà. Donc pour l'instant, mon projet, c'est plutôt de rester au parquet. D'accord. Mais bon, après, je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais c'est vrai que c'est un des avantages de ce métier, c'est qu'on peut faire beaucoup de métiers en restant magistrat, sans compter les détachements. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, parce qu'en fait, on a aussi cette possibilité de détachement qui est vraiment aussi importante, même si c'est pas si simple, parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui souhaitent y aller, mais en tout cas, il y a cette possibilité de détachement dans des administrations, donc il y a aussi cette possibilité-là. Voilà. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment une richesse. En 10 ans d'expérience, j'ai changé 3 fois, donc c'est mon 3e tribunal, et c'est vrai que voir les fonctionnements différents, alors que je suis restée tout le temps au parquet, c'est quand même extrêmement riche, mais parce que vous changez de contentieux, vous changez de collègue, vous changez de taille de juridiction, et en fait vous apercevez qu'à chaque fois tout est différent, et donc c'est une remise à chaque fois en cause de vos pratiques, une remise en question, et enfin voilà, c'est peut-être ce qui me permet de rester à peu près jeune dans ma tête, en fait. Sur ce bon mot. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais non, mais en fait, voilà, c'est aussi ça qui est assez. Moi, que je trouve juste aussi passionnant, c'est que on travaille avec des collègues qui pourraient être vos enfants ou pas loin, et en même temps, voilà, c'est quand même. Et on est sur le même niveau, même si on n'a pas le même coef et qu'on n'a pas le même salaire, mais j'avais envie de dire. Voilà, peu importe, mais il y a quand même ça, c'est ce travail-là en équipe, quel que soit l'âge, quel que soit. C'est quand même passionnant, quoi. D'accord. Et du coup, question salaire, est-ce que vous pouvez nous donner une indication ou une fourchette sur ce salaire ? Oui, alors la question du salaire, elle est totalement transparente dans le sens où, en tout cas, quand on passe par la voie classique, qu'on passe le concours, on est donc d'abord auditeur de justice quand on est en formation et on est payé à ce moment-là. Donc ça, c'est quand même le bon côté de cette formation, c'est qu'une fois qu'on a le concours, on est payé 1 600 € par mois. Donc, ce qui est tout à fait correct à cette période de sa vie pour au moins être indépendant financièrement. Donc on est payé pendant les 3 ans de formation. Et ensuite, quand on commence à être magistrat, le premier poste, les premières années, on est payé autour, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois de 2 600 € net par mois. Et ensuite, ça augmente progressivement. Alors, pas tous les ans pareil, ça dépend des échelons, tout ça. Mais encore une fois, c'est pour tout le monde la même chose. Il n'y a pas de prime. Il y a à la marge une prime, mais qui est de quelques pourcents. Ça change d'1 ou 2%. Enfin, c'est 10 € à peine sur la feuille de paye. Et au bout de... Donc là, moi, ça fait 6 ans et demi que je suis magistrat et je gagne environ 3 000 € par mois net. Peuvent s'ajouter des indemnités pour les permanences, les permanences de nuit, de week-end. Mais voilà, la base, c'est à peu près 3 000 € net. D'accord. Voilà. Alors moi, je gagne plus, parce qu'en effet, je suis vice-procureur, donc en fait, le niveau échelon est plus important. Mais peut-être juste que ce que je voulais dire, c'est que ayant été plus de 20 ans dans l'industrie, dans le secteur privé, c'est clair que je n'ai pas choisi d'être magistrat pour augmenter mon salaire, et en effet j'ai eu une perte vraiment tout à fait conséquente, mais voilà, en fait je l'ai pas fait, je savais que je le faisais pas pour ça, et vous le faites pas pour ça, voilà, mais c'est un choix, là encore c'est aussi une motivation, c'est un choix qui n'est pas lié au salaire, ça c'est sûr. Voilà, et j'avais envie de dire que parfois, quand on voit des décisions qu'on prend, alors on n'est pas mal payé, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de temps en temps, quand on voit le niveau de décision qu'on prend et l'implication de nos décisions sur la vie des gens, voilà, parfois je m'interroge, mais c'est pas pour ça que ça me va faire changer de voie. Voilà. D'accord. Bon, eh bien merci beaucoup. Merci mesdames. Merci à vous. Avec plaisir. Et puis en vous souhaitant une bonne continuation. Vous aussi, surtout. Et on espère qu'on ne vous a pas dégoûté, en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, donc vous êtes les bienvenus pour venir observer. Ça marche. Merci beaucoup mesdames.